Bonjour à toutes et à tous. Merci pour nous joindre aujourd'hui et aussi à nos intervenants de prendre du temps pour cette table ronde. Je suis Marianne Cibaud, responsable des partenariats chez Arc Daily. Et donc, avant de passer la parole à nos intervenants, notre conversation aujourd'hui explorera la question de comment nous pouvons réaménager nos espaces urbains de manière à répondre aux nouveaux défis et usages, ainsi qu'aux besoins des populations, tout en minimisant l'impact environnemental de la construction. Donc, au courant de cette session, nous tracerons des pistes d'action pour améliorer la transition des villes et explorerons des scénarios pour la ville de demain. Alors, je vais vous passer la parole pour vous laisser vous présenter. On va peut-être commencer par Virginie. Oui, bonjour à tous et à tous. Donc, Virginie Allons-y, directrice prospective pour le groupe Bouygues Construction, qui est un acteur de la fabrique de la ville en France et à l'international, aussi bien dès l'amont avec tout le développement immobilier, le développement de projets urbains, notamment avec notre filiale Link City, l'entreprise générale avec nos différentes filiales, et aussi en aval de l'acte de construire avec les métiers de Bouygues Énergie et Services sur l'exploitation et maintenance des bâtiments, mais également de la ville avec des projets de Smart City comme On Dijon. Donc, beaucoup de réflexions autour de la prospective urbaine et territoriale. Merci Virginie. Alors, je vais proposer de changer de secteur d'activité avec Christophe. Oui, bonjour. Christophe Levy, je suis le fondateur et le président d'une société qui s'appelle Garage, qui a ouvert il y a quelques mois son premier exemplaire en France à Lille et dont l'objectif, la raison d'être, c'est d'inventer de nouveaux lieux qui soient à la fois hybrides, mais aussi intensifiés, et donc dans lesquels on va réussir à donner 2, 3, parfois 4 destinations au maximum des mètres carrés de cette surface. Merci Christophe. Donc, je laisse la parole maintenant à Christelle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christelle Harou, je suis architecte et conceptrice urbaine et je suis aussi la rédactrice en chef de Arc Daily, la plus grande plateforme d'architecture au monde. Et je dirais aussi que Arc Daily, c'est pas justement l'architecture, c'est aussi penser la ville et penser le monde qui nous entoure. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet, en commençant par une exploration des défis actuels de la ville contemporaine. Donc tout d'abord, d'où vient la nécessité de parler de transition et d'hybridité dans un contexte urbain? On va commencer avec Virginie, suivie par Christelle et Christophe. Oui, alors en fait, déjà, on peut dire en termes de facteurs de changement, c'est qu'en un siècle, la population mondiale est passée de 2 milliards à près de 8 milliards de personnes. Et donc, on sait aujourd'hui qu'elle pourrait croître jusqu'à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Et au cours de cette période, finalement, cette population mondiale devrait devenir aussi de plus en plus citadine, puisque l'ONU parle d'un taux d'urbanisation qui pourrait avoisiner les 70% en 2050. Donc, à ces différents facteurs vient également s'ajouter évidemment le sujet de la crise sanitaire mondiale qu'on vient de vivre, mais qui a modifié finalement notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, à l'essentiel, et notamment à la valeur d'usage des espaces qui a été mis en exergue pour rechercher un cadre de vie de qualité et qui se traduit par une aspiration à la proximité dans une ville des courtes distances en général. Donc, on a de gros enjeux écologiques qui sont limiter l'étalement urbain, réduire notre empreinte environnementale, préserver les ressources naturelles, parce qu'on a aussi également un effondrement de la biodiversité, et donc également répondre aux nouvelles attentes sociétales. Donc, tous ces défis à relever. Et pour donner un exemple, par exemple, en France, on a aujourd'hui 20 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. Donc, c'est l'équivalent de 4 à 5 terrains de foot par heure en France qui sont artificialisés. Et en parallèle de cette artificialisation, la population a augmenté, cette artificialisation a augmenté 4 fois plus rapidement que la population depuis les années 80. Donc, de gros enjeux en termes d'intensification et d'hybridation des usages. Donc, l'idée, au travers de cette réflexion, c'est vraiment de voir comment passer d'un urbanisme linéaire, donc de bâtiments, de quartiers monofonctionnels, à un urbanisme circulaire en créant des espaces à plusieurs vies, à plusieurs usages dans le temps,
afin de réduire notre empreinte environnementale. Donc, comment faire plus avec moins? Juste pour revenir à ce que Virginie a dit, que la ville de demain va assigner 60% de la population mondiale, et c'est les statistiques de l'ONU. Et les villes aujourd'hui, les villes sont toujours en développement perpétuel, en échelle, en dimension, en importance et en ampleur, à tous les niveaux sociaux, à tous les niveaux sociaux, économiques, culturels, etc. C'est vraiment les noyaux des décisions, euh, des, aussi des défis planétaires. Donc, la nécessité vraiment de parler de cette transition et d'hybridité vient aussi du fait qu'il y a une nouvelle forme d'habiter la ville, il y a de nouveaux usages, il y a des nouvelles tendances de vivre. Donc, vraiment, la ville de demain devrait s'adapter à notre mode d'habiter, de travailler, notre mode de production, de consommation aussi. Donc, il faudrait vraiment repenser, rechanger et vraiment gérer différemment, je dirais, la ville d'aujourd'hui et de demain. Et d'où les notions d'hybridité, de ville intelligente, au niveau physique et numérique, vraiment adapter la ville aux nouveaux besoins, je dirais plutôt, de la population et aussi de la population, des flux aussi de gens qui viennent s'installer chaque jour dans ces villes. Vraiment, les villes, c'est une réunion, je dirais, de personnes de différents contextes. C'est aussi un côté, c'est une nouvelle culture qu'il faut créer en assimilant tous ces flux de gens qui viennent. Je vais compléter le propos de Virginie et Christelle avec simplement deux exemples. Le premier, je vais aller chercher dans le monde du tertiaire et des bureaux et simplement partir d'un constat simple qui consiste à dire que quand dans les bureaux aujourd'hui, sur une année, on paye les utilisateurs, les locataires, enfin le système économique est fondé sur le fait que pendant une année, je vais par exemple en tant qu'utilisateur et locataire payer 100% des jours. Finalement, l'usage réel qui est fait des bureaux et de l'immobilier tertiaire pour une entreprise sur une semaine de 7 jours et des journées de 24 heures, c'est à peu près 15% du temps. Donc, cet exemple de l'immobilier tertiaire qu'on peut appliquer à tous les immobiliers, à tous les secteurs de l'immobilier, je pense qu'il est extrêmement inspirant, à la fois sur le gâchis qui naturellement s'est fait dans un usage traditionnel et presque historique de l'immobilier. Hein. Ça, c'est les 85% finalement d'usage perdu non effectif pour les utilisateurs. Et en même temps, l'époque est de plus en plus à la frugalité. Et donc, c'est aussi la possibilité, l'opportunité de voir ces 85% comme une façon de partager les lieux, les espaces en fonction des jours de la semaine ou des heures de la journée. Donc ça, c'est une première réflexion, une première inspiration très concrète sur l'immobilier tertiaire. Et puis une deuxième inspiration qui touche plus l'immobilier au sens large du terme. Depuis maintenant plusieurs années, et ça va s'accélérer encore, un certain nombre de secteurs d'activité de l'économie réussissent leur transformation digitale et notamment le font en se posant la question de est-ce que je vais continuer comme avant à produire des nouveaux produits pour développer mon commerce. Je vais prendre l'exemple du retail textile. Pendant des décennies, ce secteur d'activité, son modèle économique, c'était tous les ans, tous les mois, tous les jours de fabriquer de nouveaux vêtements pour les mettre sur le marché et faire que les gens achètent de nouveaux vêtements pour remplacer les vieux vêtements. Aujourd'hui, le secteur du retail textile, il réagit plus comme ça. Donc, il recycle, il upcycle, il se pose la question de modèles économiques de futur qui ne sont pas juste fondés sur le fait de produire des vêtements neufs, mais aussi sur la capacité de transformer ou de donner une nouvelle vie à des vêtements qui en ont eu une première. Cet exemple-là, cette inspiration-là, elle vaut sans doute aussi pour le secteur de l'immobilier. Et donc, est-ce que l'avenir du secteur de l'immobilier consiste uniquement à produire des nouveaux mètres carrés neufs, ou est-ce que l'avenir du système, du secteur immobilier et de ces entreprises
et des grandes entreprises qui le font, ça va être aussi d'avoir une capacité à donner une seconde vie ou à donner un autre usage à des lieux qui en ont eu un premier pendant peut-être parfois des décennies ou des siècles. Alors, vous l'avez souligné, Virginie, l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, effectivement, c'est un défi auquel sont confrontées de nombreuses villes. Mais on voit aussi l'occurrence simultanée de la sous-occupation des bâtiments. Donc, en tant qu'urbaniste et architecte, Christelle, je voudrais vous demander comment vous expliquez cela. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus? Si on peut parler un petit peu d'étalement urbain, nous savons bien que c'est une conséquence directe du planning du siècle passé et de l'urbanisation rapide aussi euh, qui, qui a vraiment changé nos villes, mais vraiment très rapidement, sans vraiment une planification dans le sens où je pourrais dire qu'on ne s'y attendait pas à tellement de gens de venir habiter ces villes-là. Euh, pour les sous-occupations des bâtiments, c'est surtout à cause de la fonction de certains bâtiments, des fonctions que nous n'avons plus besoin maintenant, comme de certains types d'entreprises, disons, ou même certains espaces. Comme j'avais dit avant, nous habitons l'espace différemment. Donc, il y a beaucoup de constructions dans nos villes qui n'ont plus de sens, je dirais maintenant, qui sont délaissées, qui sont oubliées, mais qui cependant existent toujours là, qui sont dans la plupart du temps vides. Donc, comme Christophe avait déjà dit et il avait déjà expliqué que il faudrait repenser ces espaces-là et les réutiliser, les réintégrer dans la ville pour permettre, pour vraiment je dirais aussi pour trouver des solutions pour ces défis. Pour moi, le plus grand défi urbain, c'est le logement. Donc, vraiment, avant d'y penser à agrandir nos villes, il faudrait vraiment repenser à ces espaces-là qui existent dans la ville et de voir comment, au lieu de s'étaler horizontalement, de transformer l'existant et de profiter, d'exploiter vraiment le potentiel des constructions qui existent déjà et qui ne sont pas utilisées, qui sont oubliées, etc ou disons même bien, des fois pas bien exploités. Euh, donc, c'est vraiment la question de comment densifier une ville et comment assurer que cette densification et ce développement se fait d'une façon durable. Donc, je pense que ça, c'est le plus grand défi des villes d'aujourd'hui, surtout des villes européennes. C'est vraiment comment ces espaces, disons, sous-occupés ou délaissés, ou bien ces espaces vraiment qui sont centraux dans les noyaux de décision, comment vraiment repenser ces espaces-là et comment permettre d'introduire de nouvelles fonctions ou bon, c'est aussi le adaptive reuse dans une certaine manière, comment retransformer, réutiliser, comment réhabiliter ces espaces-là et vraiment changer afin d'assimiler tous les flux de gens qui sont vraiment en train toujours euh, de vouloir venir et habiter la ville. Donc, ceci me mène à ma prochaine question. Si l'objectif est donc de ralentir l'étalement urbain, augmenter aussi le taux d'utilisation de nos bâtiments, de nos villes, la question alors, c'est comment utiliser nos espaces bâtis de façon à maximiser leur utilité? C'est une question que j'aimerais vous poser à tous les trois. Donc, on va peut-être faire Christophe, Virginie et Christelle. Eh bien oui, avec plaisir. Première réponse à la question que vous posez, c'est le mot partager. Donc, partager un lieu, et donc pour le partager correctement, il faut essayer d'y réunir ou d'y rassembler des destinations de mètres carrés ou des activités et les populations qui sont concernées par ces activités qui sont complémentaires. C'est-à-dire que si je prends un immeuble de base qui est celui de bureaux, si je ne m'intéresse au travers de ces bureaux qu'à des entreprises qui viennent travailler, je n'aurai pas un champ des possibles et une richesse d'intensification qui sera la même si, au-delà de l'activité travailler et entreprendre, et donc des bureaux, j'y associe une activité d'habitation ou si j'y associe une activité retail commerce.
Donc, la notion de partage, elle est importante, et le fait de couvrir dans une nouvelle façon d'appréhender un lieu, ce qu'on pourrait appeler le B2B2C, c'est-à-dire à la fois une activité qui concerne, on va dire, les entreprises et les professionnels, et une activité qui concerne le grand public, les gens. C'est la meilleure façon, en couvrant cette largeur de spectre, c'est la meilleure façon de se donner le plus de chances possible d'optimiser l'utilisation d'un lieu 7 jours de la semaine et 24 heures sur 24. Si on est uniquement sur une approche, par exemple, tertiaire et bureau, bah, mécaniquement, le week-end, par exemple, il y a peu de chances qu'il se passe des choses dans le lieu. Donc ça, c'est deuxième élément de réponse. Et puis, troisième élément de réponse, c'est pour ça que pour moi, le terme intensification, il est encore plus fort que le terme hybridation, c'est-à-dire que l'hybridation n'est pas forcément chose nouvelle. Le tiers-lieu, par exemple, est un exemple d'un lieu hybridé. Ce qui fait la différence entre un lieu hybridé et un lieu intensifié, c'est que le lieu hybridé, il va associer plusieurs activités dans un programme. Mais si je prends par exemple une gare comme la gare du Nord à Paris, qui est devenue un lieu un peu plus hybridé qu'elle ne l'a été pendant des décennies, si je vais dans une boutique comme celle de Relais H ou de Relais à Paris pour acheter un magazine, du 1er janvier au 31 décembre, les mètres carrés de cette boutique ne vont servir qu'à boutique. Et les mètres carrés de quai ne vont servir qu'à transporter des voyageurs. Ça, c'est le tiers-lieu, c'est l'hybridation. L'intensification, c'est comment faire en sorte que notre boutique, pour rester sur mon exemple de la gare, en fonction de l'heure de la journée ou du jour de la semaine, elle puisse changer d'objet, d'activité et s'adapter au plus près de l'utilité des consommateurs. Ça a des vertus d'usage, d'expérience, et ça a de nombreuses vertus économiques. Alors peut-être pour enchaîner, donc effectivement, ce que disaient Christophe et Christelle, en fait, donc on l'a vu, il faut faire plus avec moins. Donc il faut qu'on repense nos modèles urbains. Et pour ça, on a notamment le temps qui peut être un levier avec l'approche chronotopique, le chrono-urbanisme, pour repenser nos modèles urbains. Et en fait, c'est vrai qu'on le disait, aujourd'hui, nos lieux, finalement, nos bâtis sont sous-utilisés parce qu'on a fait le constat que finalement les bureaux, par exemple, avaient un taux d'utilisation qui était entre de l'ordre de 30 à 45%, pardon, avant la crise de la Covid-19, ou encore que les établissements scolaires, finalement, ont un taux d'utilisation en moyenne de 20%, puisqu'ils ne sont pas utilisés en général ni le soir, ni le week-end, ni pendant les congés scolaires. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un potentiel énorme de lieux qui sont sous-exploités ou parfois oubliés de la ville, comme certains parkings, et donc qui nous obligent à agir et donc à maximiser notre valeur d'usage des actifs immobiliers. Pour ça, on a différents leviers. Il y a ce sujet de la mixité, il y a le sujet effectivement aussi qu'on verra tout à l'heure de la chronotopie, de la réversibilité et de la transformation de l'existant. Je vais faire juste un focus déjà sur les deux premiers leviers, notamment la mixité. Donc, qu'est-ce qu'un espace urbain mixte? C'est vraiment quand il y a une présence simultanée donc de plusieurs usages ou utilisateurs dans différents espaces proches à l'échelle soit du bâtiment, de l'îlot ou du quartier. Donc, pour ça, je voulais prendre notamment l'exemple d'un projet développé par notre filiale Bouygues Bâtiment Île-de-France, enfin réalisé, qui s'appelle Morlan Mixité Capitale. Et donc, c'est en fait un ancien site administratif de la préfecture de Paris qui a été réhabilité dans le 4e arrondissement. Et l'originalité finalement de ce projet, c'est que ça repose sur sa mixité fonctionnelle, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas moins de 11 usages complémentaires qui ont été intégrés au sein de ce même bâtiment. Les usages vont aussi bien d'une crèche à un espace de fitness, à une auberge de jeunesse, en passant par des fonctions un peu plus classiques, que ce soit de bureau, de logement ou de commerce. Donc, on voit bien qu'on peut avoir en tout cas cette maximisation de la valeur d'usage au travers de la mixité fonctionnelle. Après, donc, le deuxième levier, c'est la transformation. Et pour ça, il y a notamment le sujet, par exemple, de ramener à la vie des friches
des friches industrielles. En France, il faut savoir qu'il y a quand même 250 000 friches industrielles qui ont été recensées, donc un potentiel très important en termes de transformation. Et pour ça, on a notamment un outil qui peut être très intéressant, qui est l'urbanisme transitoire. C'est une démarche temporaire qui contribue justement à transformer sur le long terme un projet urbain. Il permet donc à travers diverses occupations temporaires de préfigurer finalement des usages du lieu à venir dans sa programmation, puisque le développement de ce type de projet peut prendre plusieurs années. Et donc pour ça, je voudrais juste évoquer l'exemple du projet de la Maillerie à Lille, qui est une ancienne friche logistique des Trois Suisses, donc qui est en reconversion. Et aujourd'hui, donc c'est en cours de reconversion avec ce sujet d'urbanisme transitoire. Et donc ça va être un nouveau quartier hybride d'une dizaine d'hectares qui a une démarche déjà très importante en termes d'économie circulaire, de réemploi en circuit court des matériaux du site. Mais donc on va retrouver au travers de ce futur quartier des logements avec différentes offres innovantes d'ailleurs en termes de logement, des commerces, des bureaux, une ferme urbaine sur le toit. Il y a aujourd'hui une maison du projet qui abrite justement des associations et des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour préfigurer le quartier, une conciergerie des quartiers, des activités culturelles et festives. Et donc, c'est vrai que c'est un bon exemple, en tout cas une belle illustration de mixité fonctionnelle et sociale à l'échelle d'une reconversion de friches industrielles. D'un point de vue architectural, je pourrais dire qu'il faudrait définitivement réexaminer tous les zonings, réexaminer les parcelles vides. Et vraiment, comme Virginie a dit, il y a beaucoup de friches industrielles qui sont dans les villes et qui peuvent être utilisées. Il faudrait aussi penser comment réutiliser et comment adapter des grandes structures pour créer de nouveaux usages. Comment d'une façon plus directe aussi, par exemple, ajouter des étages, ajouter des extensions, bien sûr avoir des usages mixtes, comme tout le monde a dit, comment optimiser les espaces en fonction du temps, en fonction de la clientèle, pour vraiment toujours avoir des quartiers ou des espaces toujours animés qui sont non monofonctionnels, qui vraiment s'adressent à tout le monde. Et d'un point de vue plus comme Christophe a dit, d'un point de vue plus communautaire, c'est vraiment partager les espaces et penser comment introduire ces commodités, disons, partagées, ces nouvelles formes de ville. Et d'un autre point de vue, aussi, je pense que un truc qui est très important, c'est vraiment de ressoulever la question de propriété dans la ville. Parce que vraiment, pour pouvoir utiliser tous ces espaces et maximiser leur utilité, il faudrait vraiment repenser à qui appartiennent ces espaces. Ouais. Parfait. Alors, j'aimerais maintenant passer au thème de la chronotopie que Virginie a mentionné, un des thèmes principaux du rapport récent de Bouygues Construction. Donc, tout d'abord, peut-être pour ceux ou celles qui ne sont pas trop familiers avec ce terme, quand on parle de chronotopie, en fait, on regroupe les approches consistant à travailler sur la temporalité pour faire vivre alternativement plusieurs utilisateurs, plusieurs usages aussi, dans un même lieu. Donc, c'est une approche qui vise à intensifier l'utilisation d'un espace. Donc, j'ai une question que j'aimerais adresser premièrement à Virginie. Dans la mesure où la chronotopie accueille une diversité d'usages dans le temps, comment cette notion peut-elle s'appliquer à la ville ? Justement, en utilisant cette approche alors chronotopie ou chrono-urbanisme, hein, et c'était évoqué, donc ça vient du grec chronos, le temps, et topos, le lieu. Donc, c'est vraiment cette idée de faire vivre alternativement plusieurs profils d'utilisateurs ou plusieurs usages dans un même lieu. Donc, pour ça, on a deux solutions. Soit on fait cohabiter divers usages dans un même lieu, donc travailler, se divertir, se restaurer, se former, se loger. Soit on va alterner en fait les usages et les publics au sein d'une même journée ou au cours de la semaine. Voilà. Et donc, ça permet, en fait, la chronotopie permet non seulement de répondre aux enjeux environnementaux,
mais elle propose aussi surtout des nouveaux modèles, et ça avait été évoqué par Christophe, des nouveaux modèles économiques des bâtiments ou des infrastructures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un bâtiment avec un taux d'utilisation élevé, il va bénéficier d'une meilleure rentabilité. Il va devenir un centre de profit et non un centre de coût. Il va contribuer à l'animation du quartier et donc à réduire aussi notre empreinte environnementale. Et donc, du coup, on a un très bel exemple avec justement la start-up Garage qui illustre très, très bien ce concept de chronotopie avec ce lieu qui, selon l'heure de la journée ou le jour de la semaine, va se transformer et donc décupler l'intensité d'usage du bâti. Christophe va nous le présenter. On en a touché quelques mots. Ce que je peux peut-être utiliser pour compléter le propos de Virginie, c'est un exemple. L'exemple, il est très simple. Aujourd'hui, si on prend le cas de Garage Lille, on a 4 activités qui y sont associées dans le programme. Donc, des bureaux pour entreprendre et travailler, des ateliers pour fabriquer et prototyper des innovations, et puis 2 activités qui sont tournées directement vers le grand public. D'une part, un magasin et puis d'autre part, une partie food. Si on prend un après-midi comme aujourd'hui d'un jour de semaine, la surface de base du magasin de Garage, c'est 180 mètres carrés sur 3800 mètres carrés de surface. Pourquoi? Parce que l'essentiel du lieu est occupé par des gens qui y travaillent toujours au même moment, un après-midi de la semaine. Maintenant, si on se projette sur un week-end ou un samedi, un dimanche, le magasin il passe de 180 à 2000 mètres carrés de surface, puisque là, les gens qui travaillent sont chez eux et heureusement, en week-end avec les leurs. Et donc, on peut transformer l'espace qui permet aux gens de travailler tous les jours de la semaine en un espace de shopping qui soit plus conséquent et qui permet d'amener jusqu'aux habitants de la ville, on va dire, une expérience shopping qui va en faire le plus grand magasin de plantes d'une ville, par exemple, pendant un week-end. Et d'ailleurs, ce plus grand magasin de plantes n'a pas besoin d'être le plus grand magasin de plantes de la ville tous les jours de la semaine, 365 jours par an. C'est intéressant d'avoir cette offre à un moment compact, condensé. Mais en tout cas, c'est aussi ça qui crée de l'expérience shopping et qui crée de l'activité, de l'attractivité et du trafic dans le lieu. Et donc, qui fait que dans un lieu qui pourrait n'avoir qu'une seule destination de base, qui est des bureaux et du tertiaire, eh ben, on a certains jours du week-end, plus de 3000 ou 3500 personnes qui entrent dans ce qui aura été des bureaux tous les autres jours de la semaine pour venir y faire du shopping. C'est une illustration très concrète, et il y en a plein des exemples comme ça à Garage, de la façon dont un mètre carré peut avoir plusieurs usages. Alors un autre concept aussi à considérer dans la transition de nos villes est la réversibilité. Donc on appelle aussi ça la construction évolutive, où on va prendre en fait en compte la capacité d'un lieu à être transformé dans le futur pour accueillir d'autres usages. Donc face à l'évolution des besoins, à des événements inattendus comme la crise sanitaire, comme l'a mentionné Virginie, comment la démarche de la réversibilité peut-elle renforcer la résilience des villes? Et c'est une question que j'aimerais poser tout d'abord à Christelle et après à Virginie. Ok, si on regarde un petit peu les réactions des villes un petit peu partout durant la pandémie, du côté, disons, les institutions ou le gouvernement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de mettre en place des structures, disons, réversibles, des structures temporaires pour créer des hôpitaux, pour créer une certaine architecture de crise, d'urgence, afin de déployer des structures et d'essayer de combler, disons, euh, les besoins direct. Mais en même temps, on voyait des réactions humaines, des réactions des citoyens qui étaient plutôt de s'approprier l'espace ouvert, l'espace public, de se rapprocher à la nature, etc. Donc, pour moi, vraiment, la question de réversibilité n'est pas vraiment seulement liée à l'architecture ou aux structures, mais c'est plutôt lié ou plutôt la question de résilience, elle est beaucoup plus liée à comment la ville tout entière a été pensée. Donc, les espaces publics, les espaces ouverts, c'est vraiment plutôt
ces notions-là qui ont aidé dans la résilience de certaines villes et qui ont fait que certaines villes ont été beaucoup plus, ont eu de meilleures réactions, disons, face à la pandémie, parce que les gens vraiment ont pu s'approprier leur espace et on peut disons, mais pas vivre, mais vraiment être dans la ville durant cette pandémie. Donc, je dirais vraiment que la résilience, c'est pas relié. Je m'excuse que je me répète, mais c'est vraiment un peu difficile parce que je suis en train de traduire. Je disais que la question de résilience, surtout quand il s'agit de crise au monde entier, c'est vraiment, il s'agit de... Oh, je trouve pas. Bon, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. On passe à Virginie alors. D'accord. J'ai essayé. Alors, oui, ce sujet de la réversibilité, ça a été évoqué par Marianne, hein, c'est vraiment la capacité d'un lieu à être transformé dans le futur pour accueillir d'autres usages. Et donc, ça nécessite de se projeter à moyen terme. Et donc, pour concevoir un ouvrage réversible, il faut anticiper les usages à venir pour justement pouvoir faciliter en amont de futures transformations. Pour ça, on a développé notamment un concept qui s'appelle Office Switch Home chez Bouygues Construction, qui propose un modèle justement ingénieux de transformation de bâtiments de bureaux conçus pour être facilement transformables en logement. Et donc, pour envisager ces possibles mutations des bâtiments dès leur conception, il faut penser des bâtiments de nouvelle génération et ils doivent être pensés structurellement finalement pour être évolutifs et réversibles pour anticiper ces futurs usages. Je voudrais l'illustrer par l'exemple d'un projet développé par Link City, qui est l'immeuble Work One, qui est un bâtiment de bureau sur 8 étages à Lyon-Confluence. Et il a été justement pensé pour être réversible et transformé en logement. Il est au bord de l'autoroute A7 et d'ici quelques années, en fait, cette autoroute va être déclassée en boulevard urbain, donc beaucoup plus qualitatif. Et à partir de là, justement, on pourra tout à fait transformer ces bureaux actuels en futurs logements. Donc, on est vraiment sur une vision de moyen long terme qui contribue justement aussi à la résilience de la ville pour anticiper justement sur des transformations futures des bâtiments. Donc, voilà, en tout cas, imaginer des bâtiments réversibles et évolutifs pour mieux préparer demain et surtout répondre aux attentes du moment, aux attentes de demain. Alors, avant de conclure notre conversation et compte tenu de ce qu'on a discuté jusqu'à présent, j'aimerais maintenant regarder vers l'avenir et explorer ensemble des scénarios possibles pour nos espaces urbains. Alors, on va commencer peut-être avec Christophe. Comment imaginez-vous la ville de demain? Tel qu'on vient d'en parler, c'est-à-dire avec une capacité, si je reprends certains points qui sont structurants des échanges qu'on a eus, la notion d'hybridation et d'intensification, je pense qu'elle est très inspirante. Le vrai challenge, c'est quoi en fait? C'est de passer de l'intention à la réalité, c'est-à-dire que à Garage, on a reçu énormément de grandes entreprises de la construction, par exemple, qui ont souvent eu la même réaction. Ça fait des années qu'on a envie de faire ça et on ne l'a jamais fait et on ne sait pas comment faire. C'est tout un enjeu que d'expliquer, par exemple, en France, à une commission de sécurité qu'un mètre carré peut avoir une destination qui change en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée. C'est un enjeu d'expliquer à des financiers que les modèles économiques ne sont peut-être plus à l'avenir uniquement fondés sur des baux avec des rendements locatifs et que peut-être que de nouvelles voies sont à explorer qui soient plus génératrices de valeur et créatrices d'emplois. Peut-être que le futur des lieux, c'est aussi on va dire, de fabriquer un certain nombre d'emplois au mètre carré construit ou au mètre carré réhabilité. C'est l'impact social que peut avoir un lieu demain.
Et puis, ça a été évoqué par Christelle, ces enjeux notamment économiques, ils peuvent amener à se poser la question de savoir mais à qui appartiennent les villes. Et peut-être que là aussi, de nouvelles voies sont à ouvrir pour que les cœurs de ville notamment se désinstitutionnalisent, puisque finalement, c'est bien de voir fleurir des distributeurs automatiques de billets, et encore, quel est leur avenir avec le sans contact. Mais en tout cas, ça montre fort l'impact des corporates sur les cœurs de ville. Et peut-être que pour que la ville s'anime davantage et qu'elle se sente encore mieux partagée, il faut qu'elle soit davantage la propriété des gens, de ceux qui la font vivre, de ses commerçants, de ses habitants, des entreprises qui y travaillent. C'est peut-être ça aussi, une façon d'envisager l'avenir et de creuser de nouveaux sillons pour avoir une approche des lieux qui soit beaucoup plus puissante en termes d'usage et beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus smart en termes d'économique. Merci Christophe. Christelle, est-ce qu'on pourrait avoir votre vision pour l'avenir? Oui, donc la ville de demain, je pense que ça devrait être la ville pour tout le monde. Ça devrait être inclusive, accessible, euh, résiliente, attirante, animée, compétitive et surtout très, très contextuelle. Je dirais que pour arriver à cette ville-là, on devrait penser à la ville avec ses habitants, avec ses citoyens. Et il ne s'agirait pas de créer des plans masse, des top-down, je pense qu'on peut dire de haut en bas, mais c'est vraiment de faire avec les gens et de faire avec l'existant et de vraiment commencer par les quartiers et non pas vraiment voir la ville tout en entier et d'un point de vue vraiment très, très global. Et enfin, Virginie, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision? Oui, bien sûr. Alors, je suis complètement en phase avec ce qui a été dit avec Christelle et Christophe, donc je ne vais pas le répéter. Et peut-être pour compléter, c'est effectivement cette ville où on va créer vraiment plusieurs espaces à plusieurs vies et donc générer des bénéfices environnementaux et sociétaux. Donc, une ville vivante, une ville effectivement inclusive, une ville malléable. Et pour ça, je vais peut-être reprendre d'ailleurs de façon très synthétique les 3 scénarios qu'on a développés dans notre livre blanc, où en fait, l'idée, c'est vraiment de produire une ville flexible et évolutive, donc qui soit capable de s'adapter en permanence aux évolutions des besoins. Une ville aussi qui soit partagée, donc pour augmenter justement la valeur d'usage des bâtis, puis surtout améliorer notre cadre de vie. Et enfin, une ville autonome pour limiter justement notre impact environnemental et donc préserver les ressources naturelles. Donc après, je partage aussi complètement, et c'est tout le cœur aussi de notre démarche, c'est d'avoir une co-construction de cette ville avec le citoyen, enfin en tout cas avec les différents acteurs qui vont profiter de cette ville. Et voilà, donc en tout cas une ville vivante, évolutive, malléable et inclusive. Merci à tous les 3 pour nous partager vos visions respectives de l'avenir de nos villes. Donc pour conclure, il semblerait qu'un changement de regard et de pratique pour la fabrique et aussi pour la gestion de nos villes est un pas essentiel dans la transition de nos villes vers des espaces plus malléables, plus réversés, plus inclusifs. Et donc, il ne reste plus qu'à nous exiger, alors en tant qu'architectes, urbanistes, opérateurs aussi, à intégrer ces principes de polyvalence, de mixité, d'intensité des usages dans l'espace, mais aussi, comme on l'a vu, dans le temps, comme on a parlé avec l'approche chronotopique. Donc, avec ceci, nous concluons cette discussion. Un énorme merci à nos 3 intervenants de nous avoir rejoints et je vous souhaite un excellent début de semaine.